Elle est revenue de son voyage en disant « Tais-toi et ne commence pas ». Je lui ai remis les papiers du divorce. Lorsque ma femme a ouvert la bouche, je l'ai interrompue « Tais-toi et signe ». Ne me mens plus jamais, Mélanie. C'est ainsi que je l'ai accueillie lorsqu'elle a franchi la porte d'entrée, la refermant doucement comme elle le faisait toujours après ses soi-disant séances tardives. Son manteau sentait encore l'air de la ville et le spray textile à la lavande. Elle s'est figée un instant, juste assez pour que je m'en aperçoive, puis elle a continué à marcher comme si rien n'avait été dit. « Antoine, s'il te plaît. Est-ce que cela peut attendre le matin ? » « Non, cela ne peut pas. » Je me suis levé lentement du canapé, le cuir gémissant sous moi comme s'il partageait mon épuisement. Cela a déjà attendu trop de nuits, trop de dîners froids, trop d'excuses creuses. Mélanie a soupiré en déposant ses clés dans le bol en céramique près de la porte. Je t'ai dit que j'avais un client en crise. Il s'est effondré pendant sa séance. Je me suis avancé vers elle. Tu as eu 6 effondrements ce mois-ci. Soit l'ensemble de ton cabinet a besoin d'une chambre capitonnée, soit tu me mens encore. Elle m'a lancé un regard. Un calme aux lèvres serrées. Le genre de calme qui me donnait la chair de poule. Je fais un travail important, Antoine. Tout le monde ne peut pas terminer sa journée à 17h et faire cuire des grillades sur le barbecue. Certains d'entre nous portent le traumatisme des autres. Oh, alors maintenant je suis le gars simple avec son stupide travail de 8h à 17h, c'est cela ? Ma voix s'est brisée. Amère. Ne présente pas les choses comme si tu sauvais le monde alors que tu disparais d'une autre. Je ne disparais pas. Je travaille. Tu te dérobes. Il y a une différence. Je l'ai pointé du doigt, tremblant légèrement. Tu ne me regardes même plus dans les yeux. Tu entres ici comme si cette maison était un hôtel. Tu dis bonne nuit sans le penser. Tu m'embrasses comme si tes bras m'avaient oublié. Sa voix est sortie mesurée, clinique. Cela ressemble à de la projection, Antoine. Peut-être te sens-tu abandonné à cause de problèmes non résolus dans. Oh, ne t'avise pas de me thérapiser dans mon propre salon, Mélanie, ai-je rétorqué. Tu veux jouer au docteur avec le monde entier ? Très bien, mais n'utilise pas ton doctorat comme un bouclier quand je saigne juste ici, devant toi. Elle m'a regardé alors, vraiment regardé, mais pas avec remords. Non, avec calcul, comme si elle m'auscultait pour évaluer les dégâts, me diagnostiquant avec juste assez de sympathie pour s'en aller sans culpabilité. Je suis fatigué, a-t-elle dit doucement en passant à côté de moi. Fatigué de moi ou fatigué de prétendre que tu veux encore de cela ? Elle s'est arrêtée aux escaliers. Je suis fatigué de ne jamais être assez pour toi. Celle-là a fait mal parce que c'était un mensonge enveloppé dans une vérité. Je ne lui avais jamais demandé d'être tout, juste d'être honnête, juste d'être présent. Elle est montée sans un mot de plus. Je suis resté dans le salon, regardant la douce lumière de l'escalier s'estomper. Le silence après la disparition de ses pas me pesait comme un fardeau. Je suis resté là un moment, respirant encore lentement, jusqu'à ce que je monte les escaliers moi aussi, mais je ne l'ai pas suivi dans notre chambre. Je suis resté éveillé dans la chambre d'amis cette nuit-là, les yeux grands ouverts, à l'écoute, non pas du vent ou des voitures à l'extérieur, ni même de Mélanie se retournant dans son lit, mais du bruit de quelque chose qui avait commencé à mourir silencieusement à l'intérieur de notre foyer. Vous voulez savoir quel genre de vie j'essayais de protéger ? Je suis concepteur paysagiste à Lyon. Je travaille principalement sur des toits, des terrasses, des projets haut de gamme. Je passe mes journées à extraire la beauté du béton, à verdir l'acier et la pierre, à faire en sorte que les choses se sentent vivantes. C'est drôle, n'est-ce pas ? Je façonne des sanctuaires tranquilles pour gagner ma vie, mais je ne peux pas empêcher celui dans lequel je vis de se refroidir. Mélanie et moi nous sommes rencontrés lors d'une conférence à l'université. Elle était sur scène et parlait de la théorie de l'attachement. J'étais dans le public, dessinant des motifs de lire dans la marge d'un cahier. Je pensais autrefois qu'elle savait lire les gens mieux que quiconque, mais maintenant. Maintenant je pense qu'elle est simplement devenue très douée pour lire jusqu'où elle pouvait aller. Et ce soir, j'ai enfin cessé de dormir pendant que cela se produisait. Le lendemain matin, le soleil n'avait même pas encore percé le ciel gris lyonnais lorsque j'ai versé 2 tasses de café et les ai posées sur l'îlot de la cuisine. L'odeur de la torréfaction foncée remplissait l'espace entre nous, mais elle ne pouvait pas adoucir ce qui allait arriver.
Mélanie est entrée vêtue de son peignoir bleu marine, les yeux mi-clos, les lèvres pressées dans cette ligne illisible qu'elle avait perfectionnée. « Bonjour », ai-je dit simplement. Elle a acquiescé sans un mot et a tendu la main vers sa tasse. Le silence se resserrait déjà autour de nous comme un nœud coulant. « Je veux parler de nous », ai-je dit, la voix calme, presque trop calme. Sa main s'est figée à nouveau au milieu de sa gorgée. Pourtant, elle a reposé la tasse avec un léger tintement. « Antoine, je ne peux pas continuer à faire cette boucle émotionnelle chaque matin. J'ai 2 clients avant midi. Je ne demande pas une séance de thérapie, juste une conversation. En tant que mari et femme. » Mélanie a croisé les bras et s'est appuyée contre le comptoir. « D'accord, alors parle. » J'ai pris une inspiration. Je n'aime plus la façon dont nous vivons. La distance, la tension. Je déteste rentrer à la maison et avoir l'impression de m'immiscer dans la routine de quelqu'un d'autre. Je déteste l'attention que je dois porter à chaque mot juste pour obtenir une réponse honnête de ta part. « Tu n'es pas attentif », a-t-elle murmuré. J'ai levé la main. « S'il te plaît, écoute-moi jusqu'au bout. » Elle n'a pas répondu, mais elle n'est pas partie non plus. « Tu es l'experte », ai-je dit lentement. La psychologue familiale. Alors dis-moi, comment répare-t-on ce genre de mariage? Cela a touché une corde sensible. Je l'ai vu immédiatement. Le léger soulèvement de son menton, ses yeux qui se plissaient. Oh, alors maintenant tu veux utiliser ma carrière comme une arme contre moi. Quoi? Non. Tu penses que parce que je m'assieds face à des couples toute la journée, je devrais avoir toutes les réponses comme si j'étais une sorte de distributeur automatique émotionnel? Sa voix avait déjà monté. Je demande juste de l'aide, Mélanie. Je n'attaque pas, c'est toi qui blâmes, a-t-elle coupé. Tu fais toujours cela. Tu dis que tu es calme, mais au fond, tu me tiens déjà pour responsable de tout ce qui va mal. J'ai essayé de rester stable, mais ma mâchoire s'est contractée. Je ne te tiens pas pour responsable. Je te dis que je souffre. Elle a ricané, me tournant le dos. Tu souffres toujours, tu as toujours besoin de quelque chose, et tu détournes toujours le sujet. Mon ton s'est durci. Je demande une connexion, et tu entends une analyse. Je demande de l'honnêteté, et tu me donnes un langage de thérapie. Est-ce que tu me vois encore ou suis-je simplement un dossier de cas dans ta propre maison? Elle s'est retournée brusquement. Ne renverse pas la situation sur moi, Antoine. Tu es passif-agressif depuis des mois. Tu boudes. Tu te retires et ensuite tu agis comme si tu étais surpris que je ne me jette pas dans tes bras avec une révélation soudaine. Parce que j'essaie de ne pas faire de chaque chose une guerre. Eh bien, félicitations. Tu as échoué. Ces mots sont restés suspendus dans l'air, brûlants et cruels. J'ai acquiescé lentement, retenant quelque chose que je refusais de laisser tomber. Merci pour le diagnostic, docteur. Elle ne s'est pas excusée. Elle n'a rien dit. La pièce est devenue immobile, à l'exception du faible ronronnement du réfrigérateur et du sifflement lointain de la pluie contre la fenêtre. J'ai pris mon café, désormais froid, et j'en ai quand même bu une gorgée. Mélanie a pris sa tasse, est sortie sans un regard et m'a laissé là, au milieu de notre cuisine, entourée d'un silence qui hurlait plus fort que n'importe quelle dispute. 3 jours. C'est le temps qu'il m'a fallu pour faire la paix avec l'idée que ma femme ne reviendrait peut-être pas. Pas émotionnellement en tout cas. Et je ne veux pas dire du travail ou d'une séance de cristal dans la nuit. Je veux dire dans ce mariage, dans l'honnêteté, dans notre couple. Alors, quand je me suis tenu sur le seuil de notre chambre ce jeudi soir, une valise à la main, l'air ne me semblait pas lourd. Il semblait clair, dépouillé. Je n'étais plus en colère, je me sentais juste plus léger. Mélanie était assise sur le bord du lit, faisant défiler son téléphone comme si elle ne remarquait pas que l'espace mort entre nous s'était transformé en canyon. Elle n'a même pas levé les yeux avant d'entendre le bruit de la fermeture éclair. « Qu'est-ce que tu fais » a-t-elle demandé, sa voix presque ennuyée. J'ai soulevé la valise sur le lit. J'ai emballé la moitié de tes affaires. J'ai pensé que tu pourrais choisir le reste. Elle a cligné des yeux. Pardon ? Je te donne 2 options, ai-je dit. Tu me dis la vérité ce soir. Pas de détournement, pas de réplique répétée, juste la vérité. Où tu pars.
Elle a ricané et s'est enfin levée. Tu plaisantes, j'espère. Je n'ai pas bougé. Et c'est pour voir. Je ne sais même pas ce que tu penses que je cache. J'ai incliné la tête. Exactement. Tu ne sais jamais. Tu ne peux jamais croire que je t'accuse et je suis fatigué de cette chanson. Ses yeux se sont rétrécis. Tu as imaginé des choses. Tu analyses trop tout. Tu es paranoïaque. Dis quelque chose de vrai, Mélanie, ai-je dit calmement, en ouvrant un tiroir pour commencer à plier ses pulls. Dis quelque chose qui te coûte un peu. Elle s'est précipitée et m'a arraché le pull des mains. Arrête. Tu es dramatique. J'ai continué à plier. Calme. Précis. J'ai vu les appels manqués, les fils de discussion supprimés. Tes mensonges ne prennent même plus la peine de se maquiller. Ils se présentent simplement à visage découvert. Je t'ai dit que ce sont des affaires privées de clients. Tu le sais. Je l'ai regardé et pour une fois, je n'ai pas bronché. Alors dis-moi qui il est, celui qui t'a appelé à 23h47 deux fois. Elle est restée silencieuse juste un instant. Ses mains flottaient dans les airs, figées au-dessus de la valise. Je ne ferai pas cela, a-t-elle finalement murmuré. C'est malsain. Alors rendons cela sain. J'ai marqué une pause. Dis son nom. Sa mâchoire a tressailli. Dis son nom. Mélanie a reculé et s'est laissée tomber sur la chaise près de la fenêtre. Son peignoir a glissé légèrement au niveau du col et je pouvais voir son pouls battre rapidement à sa gorge. Elle ne s'ennuyait plus maintenant. Je ne pense pas que le divorce soit ce dont nous avons besoin, a-t-elle dit soudainement, doucement. Je pense que nous avons besoin d'aide. J'ai plié le dernier chemisier et j'ai attendu. Je connais quelqu'un, a-t-elle poursuivi, la voix tremblante désormais. Un collègue en centre-ville, discret, professionnel. Nous pouvons faire quelques séances. Essayez de repartir à zéro. Je suis resté là un moment, laissant ses paroles se déposer. C'était la première fois qu'elle ne niait pas quelque chose catégoriquement et pourtant ce n'était pas une confession, mais une panique que je reconnaissais. Très bien, ai-je fini par dire. Nous irons. Elle a relevé la tête brusquement. Mais je ne fais pas cela parce que je crois que cela nous guérira, ai-je ajouté. Je le fais pour pouvoir dire que j'ai tout essayé. Mélanie a dégluti avec peine. Tu penses qu'il est trop tard? Je pense qu'il est trop tard depuis un certain temps. J'ai saisi la valise et j'ai fermé la fermeture éclair. Mais je suis prêt à te donner une dernière chance honnête de me prouver que j'ai tort. Elle a regardé ses genoux, les mains serrées, ne disant rien. Je suis sorti, la valise cognant derrière moi, et pour la première fois depuis des semaines, je ne me sentais pas en conflit, mais lucide. La salle d'attente semblait sortir tout droit d'un catalogue de spa de luxe. Un jazz doux flottait des haut-parleurs au plafond et un diffuseur projetait de la lavande dans l'air comme s'il pouvait effacer tout ce que nous apportions avec nous. Mélanie s'est assise à côté de moi sur le canapé bleu pâle, les jambes croisées, le visage composé. Elle ressemblait à une conférencière attendant d'être présentée, pas à une épouse venue se battre pour son mariage. Moi? Je restais immobile, les mains jointes, fixant l'art abstrait sur le mur et me demandant combien d'autres couples s'étaient assis ici en prétendant ne pas être brisés. Antoine et Mélanie. Une voix nous a appelés doucement. Nous nous sommes levés. Le thérapeute, le docteur Rochefort, était un homme de grande taille, d'une soixantaine d'années, avec des cheveux argentés et des yeux bienveillants. Mélanie l'a salué comme un vieil ami. C'est un tel plaisir de vous rencontrer enfin, a-t-elle dit, offrant un sourire chaleureux et une poignée de main. Il nous a conduits dans son bureau. Des lignes épurées, des fauteuils moelleux, un éclairage tamisé. Le genre d'endroit où l'on oublierait presque que l'on est là pour saigner. Une fois assis, il a joint ses mains et a dit, « Mélanie m'a donné un peu de contexte au téléphone, mais je veux vous entendre tous les deux. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ?» J'ai ouvert la bouche, mais Mélanie a parlé la première. Eh bien, a-t-elle commencé avec un soupir travaillé. Je pense qu'Antoine et moi faisons face à un cas classique d'épuisement émotionnel. Il s'est senti négligé. Naturellement, mon emploi du temps professionnel a été intense ces derniers temps, et je n'ai pas toujours réussi à lui accorder l'espace nécessaire. Je le reconnais pleinement. Le docteur Rochefort a acquiescé. C'est honnête.
Et comment cela vous fait-il vous sentir, Antoine? Je me sens. Ai-je commencé, mais elle m'a de nouveau coupé la parole. Il a beaucoup intériorisé. Je vois les signes. Retrait, irritabilité, un sentiment de méfiance. J'essaie d'être plus présente, mais parfois il résiste à la vulnérabilité, ce qui crée cette dynamique de poussée et de retrait qui nous épuise tous les deux. Je l'ai fixée. Elle ne mentait pas. Non, elle jouait une scène, recadrait les faits, contrôlait le récit comme s'il s'agissait d'une séance de groupe lors d'un de ses séminaires. Le docteur Rochefort s'est penché vers nous. Cela doit être frustrant pour vous deux. J'ai fini par prendre la parole. Ce n'est pas seulement de l'épuisement. C'est de la malhonnêteté, du détournement. Mélanie a laissé échapper un rire bref, doux, incrédule. Je pense que ce qu'il veut dire, c'est qu'il soupçonne des choses qu'il n'a pas été capable de prouver. Nous y voilà, ai-je murmuré. Le docteur Rochefort a regardé de l'un à l'autre. Y a-t-il eu des incidents qui vous ont fait ressentir de la méfiance, Antoine? Elle m'a menti. Je ne l'ai pas fait, a dit Mélanie rapidement, sa voix veloutée et calme. J'ai été submergée. Et oui, j'ai fait des erreurs. Une mauvaise communication, une distance émotionnelle. Mais je n'ai jamais été infidèle. C'est un faux récit qui continue d'être renforcé parce qu'Antoine refuse de se sentir en sécurité. Faux récit. Je l'ai regardé comme si je ne connaissais pas la femme assise à 1 mètre de moi, car à ce moment-là, c'était le cas. Je me suis tourné vers le docteur Rochefort. Vous savez quoi? Ce n'est pas de la thérapie. C'est du théâtre, et je ne suis pas intéressé à assister à une autre performance. Je me suis levé. La voix de Mélanie s'est faite rapide. Antoine, s'il te plaît. Cela n'aide pas. Non, ai-je dit doucement. Cela n'aide pas. Le docteur Rochefort s'est adossé à son siège, les sourcils levés. Êtes-vous certain de vouloir mettre fin à la séance? J'avais terminé au moment même où elle est entrée ici avec un scénario. Je suis sorti. La réceptionniste n'a pas levé les yeux. Le couloir a semblé plus long en sortant. L'ascenseur a pris son temps, et quand j'ai mis le pied dans l'air frais du centre-ville, je n'ai pas ressenti de paix. J'ai ressenti une trahison affûtée en quelque chose de plus dur. De la clarté. Je suis monté dans ma voiture et je suis rentré chez moi en silence. Mélanie reviendrait en taxi, mais quelque chose me disait qu'elle réaliserait pendant le trajet que j'avais cessé de demander la vérité parce que je la connaissais déjà. J'étais encore assis sur le bord du canapé, ma veste drapée sur la coudoir, quand les phares du taxi ont balayé la fenêtre. Un instant plus tard, la porte d'entrée s'est ouverte avec cette poussée familière et urgente, celle qu'elle utilisait toujours lorsqu'elle essayait de contrôler l'impact d'un moment. Mélanie est entrée rapidement, les yeux déjà grands ouverts d'émotion, son manteau glissant de ses épaules comme si elle ne le sentait même pas. « Tu m'as laissé là-bas » a-t-elle dit, essoufflée. « Tu es simplement parti. » Je n'ai pas bougé. Oui, c'est ce que j'ai fait. Elle se tenait au milieu du salon comme si elle ne reconnaissait plus la disposition des lieux. Tu m'as humilié. Non, ai-je dit calmement. Tu l'as fait toute seule. Elle faisait les 100 pas, les mains levées. Je t'ai dit que j'étais prête à y travailler. J'ai suggéré la thérapie. Je me suis ouverte là-bas et tu as pris la fuite. Tu as joué une scène, ai-je corrigé. Tu n'étais pas ouverte. Tu étais polie, préparée. Tu as transformé un thérapeute en public. J'essayais de me défendre, a-t-elle rétorqué. Tu me traites comme un étranger. Je marche sur des œufs depuis des semaines, Antoine. Je me suis levé maintenant, d'un pas lent et assuré. Et moi, j'ai tourné en rond en essayant de trouver la version de toi qui croyait encore en ce mariage. Elle n'est plus ici. La voix de Mélanie s'est brisée. Tu penses que je ne m'en soucie pas, que je ne souffre pas? Je suis toujours là, n'est-ce pas? Non, tu n'es pas là, ai-je dit. Tu ne fais qu'occuper l'espace. Elle a secoué la tête, s'avançant vers moi. Tu n'es pas juste. Tu ne vois pas à quel point tu es devenu froid. À quel point tu es fermé. Je l'ai appris de toi. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. J'ai regardé autour de la pièce. La couverture pliée exactement comme elle l'aimait. La bougie qu'elle oubliait toujours d'éteindre.
La photo encadrée de nous lors de ce voyage au chalet en Auvergne il y a 2 ans. Nous avions l'air heureux sur cette photo, ou du moins convaincants dans notre proximité. Je me suis retourné vers elle. Je ne suis plus en colère, Mélanie. C'est la partie qui devrait t'effrayer. Elle a froncé les sourcils. Qu'est-ce que cela est censé vouloir dire? Cela veut dire que j'ai cessé d'essayer. J'ai cessé d'espérer. Je ne cherche pas d'excuses. Je n'attends pas de changement. J'en ai simplement fini. Le silence qui a suivi s'est enroulé autour de nous comme le givre. Elle m'a fixé, clignant des yeux trop vite, ses mains tremblant encore légèrement à ses côtés. J'ai tout donné à ce mariage, a-t-elle chuchoté. Non, ai-je dit doucement. Tu as tout donné pour contrôler le récit. Tu ne t'es jamais une seule fois permis d'être réel avec moi. Pas même ce soir. J'étais réel, a-t-elle insisté. Mais même son ton affaibli sur le dernier mot. Je suis allé dans la cuisine et je me suis versé un verre d'eau. Derrière moi, j'ai entendu sa voix s'adoucir. Est-ce que tu m'aimes encore? Je me suis retourné, m'appuyant sur le comptoir. Est-ce que cela a encore de l'importance? Ses yeux brillaient. Cela en a pour moi. J'ai acquiescé une fois. Alors tu aurais peut-être dû mieux le protéger. Elle s'est effondrée sur le canapé. Silencieuse maintenant, comme quelqu'un qui venait de réaliser qu'il s'était présenté à un duel avec la mauvaise arme. Plus d'excuses, plus de jeux de mots, juste le poids d'un silence qu'elle ne pouvait pas manipuler. Et moi, je ne lui ai pas offert de réconfort. Je ne me suis pas assis à ses côtés. Je suis simplement passé devant elle pour monter les escaliers et je l'ai laissée seule dans une pièce qui semblait enfin aussi creuse que les mots qu'elle avait passé des mois à répéter. La bouteille était au fond du placard depuis 1 an, offerte par un client, non ouverte, assez chère pour être conservée pour une occasion spéciale. Et peut-être que ce n'était pas ce qu'ils avaient en tête. Mais ce soir, l'occasion semblait limpide. J'ai versé un verre. Sans glace. Je l'ai laissé respirer pendant que la nuit enveloppait Lyon dans ce calme frais et humide qui apparaît toujours quand le monde cesse de faire semblant. Je suis sorti sur le patio et je me suis installé dans le vieux fauteuil. Il a un peu craqué, comme s'il se souvenait lui aussi de meilleures nuits. La lumière du porche projetait une lueur douce sur le jardin. Au-delà de la clôture, le chien de quelqu'un a aboyé une fois, puis s'est arrêté. Même les arbres semblaient immobiles, comme s'ils savaient que quelque chose avait changé. J'ai pris une lente gorgée, j'ai laissé la brûlure s'installer, et pour une fois, je n'ai pas pensé à ce que j'aurais dû dire ou à la façon de réparer quoi que ce soit. Je me suis simplement assis, j'ai laissé le calme s'installer, je me suis permis d'exister sans essayer de résoudre la tempête de quelqu'un d'autre. La porte coulissante s'est ouverte derrière moi. Je ne me suis pas retourné. Mélanie est sortie rapidement, ses pas claquant sur le bois. Alors, c'est ici que tu as disparu. Et maintenant, je ne la regardais toujours pas. Je n'ai pas disparu. Je me suis déplacé. Elle a croisé les bras. Du whisky un soir de semaine. Vraiment sain. J'ai pris une autre gorgée. C'est mieux que de s'étouffer avec des mensonges polis à l'intérieur. Ne fais pas cela, a-t-elle dit, la voix tendue. Ne fais pas comme si tu étais au-dessus de tout cela. Comme si tu étais soudainement le maître zen de l'échec conjugal. J'ai ri doucement. Ce n'est pas ce dont il s'agit. Elle s'est approchée. C'est de l'autodestruction, Antoine. Rester assis ici à bouder, à boire, à faire comme si tu étais dans un film noir. C'est amusant, ai-je dit en posant le verre. Tu disais toujours que je ne m'exprimais pas assez. Maintenant que je le fais tranquillement, c'est aussi un problème. Mélanie a levé les mains au ciel. J'essaie, bon sang. Je me présente. Je pose des questions. Je propose une thérapie et je tourne le récit jusqu'à ce que tu sois la victime de ma suspicion. Je l'ai coupé. Je connais le scénario, Mélanie. J'ai vécu sous son emprise pendant des années. Son expression affaiblie. Ce n'est pas juste. Non, ai-je dit en me levant lentement, mon verre à la main. Ce qui n'est pas juste, c'est la façon dont tu utilises les mots comme des scalpels, comment tu me fais douter de ce que j'ai vu, de ce que j'ai ressenti, et même de ce que je savais. Tu ne m'as pas seulement menti. Tu m'as traité comme si j'étais trop stupide pour m'en apercevoir.
Je n'ai jamais dit cela. Tu n'as pas eu besoin de le faire. Elle me regardait maintenant comme si elle ne reconnaissait pas ce qu'elle voyait. Peut-être était-ce le cas. Peut-être que la version de moi à laquelle elle s'était habituée, celle qui pliait toujours, qui raisonnait toujours, qui pardonnait toujours, avait disparu. Je ne suis plus en colère, ai-je dit doucement. Et c'est cela qui t'effraie. Je n'ai pas peur, a-t-elle dit trop vite. Si, tu as peur, ai-je répondu. Parce qu'au moment où tu arrêtes de contrôler l'histoire, tu ne sais plus quoi faire. Les mots sont tombés comme de l'eau froide. Mélanie est restée là, les bras toujours croisés, mais sa respiration s'était accélérée. Sa bouche s'est ouverte une fois, puis s'est refermée. Elle cherchait sur mon visage quelque chose qu'elle pourrait encore manipuler, une fissure dans laquelle elle pourrait se glisser. Il n'y en avait aucune. Je ne te hais pas, ai-je ajouté. Mais je ne suis plus responsable d'amortir l'impact de tes choix. Elle a secoué la tête lentement. Et alors? Tu vas simplement t'engourdir maintenant? Siroter du whisky et agir comme si rien de tout cela n'avait d'importance? Je suis retourné vers le fauteuil, je me suis assis et j'ai regardé le ciel. Non, Mélanie. I am going to let it matter, just not to you. Elle m'a fixé pendant un long moment. Et pour la première fois, elle n'a pas eu de répartie. Elle est restée là, sous la lumière du patio, à observer une version de moi qu'elle n'avait jamais rencontrée auparavant et à réaliser, peut-être trop tard, qu'il n'avait plus peur d'elle. J'ai entendu les roues avant de la voir. Le faible bruit de roulement des valises glissant sur le parquet. Cela résonnait de manière anormale dans la maison silencieuse, comme un avertissement avant une tempête. J'ai levé les yeux de ma tasse à la table de la cuisine juste à temps pour voir Mélanie passer devant le couloir, traînant derrière elle un bagage à main bleu canard. Elle était élégamment vêtue, prête pour le voyage, un chemisier couleur crème, un jean noir, les cheveux attachés en un parfait chignon bas, comme si elle se rendait à une conférence ou peut-être à une seconde vie. Elle n'a pas cherché le contact visuel. Je me suis levé. Tu vas quelque part? Elle s'est arrêtée à la porte d'entrée mais ne s'est pas retournée. Je t'ai dit que j'avais besoin d'espace. J'ai réservé un court voyage en solo. Où cela? Juste quelque part au calme, a-t-elle dit. J'ai dit. J'ai fait un pas vers elle. Où, Mélanie? Elle s'est enfin retournée, ses lunettes de soleil déjà à la main. Pourquoi cela importe-t-il? Parce que je suis toujours ton mari, ai-je dit. Et si c'est à cela que ressemble l'honnêteté maintenant, c'est une version bien mince. Sa mâchoire s'est contractée. J'ai besoin de cela, Antoine. J'ai besoin de quelques jours loin d'ici, seul. C'est amusant, ai-je dit. Tu es seul dans ce mariage depuis des mois. Tu ne semblais pas avoir besoin d'une valise pour cela. Elle a levé les yeux au ciel et a tendu la main vers la porte. Dis-moi où tu vas, ai-je répété, plus lentement cette fois. Juste une seule vérité honnête. C'est tout ce que je demande. Elle s'est retournée brusquement, de la colère dans la voix désormais. Tu n'as pas le droit de m'interroger simplement parce que tu n'as pas confiance en toi. Pas confiance en moi? J'ai cligné des yeux. Tu disparais lors de séances tardives. Tu joues la comédie en thérapie comme si nous étions des étrangers dans un club de lecture. Et maintenant tu pars pour un mystérieux voyage en solo, refusant de dire où, mais c'est moi qui n'ai pas confiance en moi? Je ne te dois pas de localisation. Non, Mélanie, ai-je dit, la voix basse et ferme. Mais tu me dois le respect. Juste une réponse simple. Où vas-tu? Le silence s'est prolongé. Puis quelque chose a craqué. Je vais quelque part où je n'ai pas besoin d'être surveillée ou interrogée, a-t-elle lancé, tirant la valise hors de la porte d'un coup sec. Quelque part où je peux réfléchir sans t'avoir sur le dos. Elle a descendu les marches précipitamment vers sa voiture. Je l'ai suivie sur le porche, non pas pour l'arrêter, mais pour observer sa réaction lorsque la vérité finirait par l'acculer. Elle a ouvert le coffre et y a jeté la valise avec plus de force que nécessaire. Mélanie. Elle a claqué le coffre et s'est tournée vers moi, les yeux étincelants. Ne fais pas cela, a-t-elle dit en me pointant du doigt. Ne joue pas au mari blessé maintenant. Tu as eu ta chance de réparer cela. J'ai secoué la tête. Non, Mélanie, c'est toi qui as eu ta chance. Des dizaines de chances. Et à chaque fois,
tu as choisi la version de la vérité qui t'arrangeait le mieux. Elle a ouvert la portière du conducteur avec brusquerie. Tu t'enfuis, ai-je dit de façon monocorde. Et tu le sais. Sa voix a tremblé à peine. Je me réapproprie mon espace. Non, ai-je dit, tu esquives une conversation de plus que tu ne veux pas avoir. Elle est montée dans la voiture et a claqué la portière. Le moteur a rugi, les pneus crissant légèrement alors qu'elle sortait de l'allée en marche arrière. Elle ne s'est pas retournée une seule fois. Je suis resté sur le porche, les mains dans les poches, la mâchoire serrée. Pas de cris, pas de poursuite, pas de s'il te plaît, juste le silence. Et le bruit de sa disparition, une fois de plus. Cette fois, je ne l'ai pas suivi. J'ai simplement regardé, car quand quelqu'un s'en va après avoir menti tant de fois, on ne l'arrête pas. On laisse simplement la vérité s'asseoir sur le siège passager. Je n'avais pas l'intention de toucher à son ordinateur portable. Il était posé là, sur son bureau, comme toujours. L'écran fermé, la coque argentée captant la lumière du soleil à travers la fenêtre. Elle ne l'avait pas emporté avec elle. Cela seulement disait plus que ce que je voulais admettre. Je suis resté là à le fixer pendant un long moment, les bras croisés, l'esprit en ébullition. C'était le moment, la ligne que je n'avais pas encore franchie. Celle où le soupçon devient action, où l'on arrête d'attendre la vérité pour commencer à l'extraire soi-même. J'ai tendu la main vers l'appareil. Le son de démarrage familier a retenti, aussi innocent que possible. Son bureau était verrouillé, bien sûr. Une petite boîte de mots de passe clignotait devant moi. J'ai fixé le curseur, puis je l'ai tapé. Sa date de naissance, mois, jour, année. L'écran a cligné puis s'est ouvert, tout simplement. J'ai laissé échapper un souffle que je ne savais pas retenir. Pas du soulagement, pas de la satisfaction, juste une confirmation amère qu'elle ne s'était pas attendue à ce que j'essaie. Et cela me disait exactement à quel point elle s'était éloignée. Je ne savais pas par où commencer, alors je n'ai pas trop réfléchi. Je suis d'abord allé dans l'historique du navigateur. Propre. Trop propre. Des dizaines d'entrées supprimées. J'ai vérifié la corbeille. Rien d'évident. Puis j'ai ouvert son dossier de téléchargement. C'est là que je l'ai trouvé. Un document au format PDF. Hôtel Boutique Saint-Helme. Confirmation et itinéraire. J'ai cliqué 2 fois. Le fichier s'est ouvert lentement, comme s'il savait qu'il allait me frapper en plein estomac. Arrivé, ce jeudi dernier. Lieu, Nice. Réservation pour une personne. Service de spa, suite avec vue sur l'océan, 5 nuits. Le tarif n'était pas bon marché. La chambre avait été réservée via un site tiers en utilisant une adresse électronique privée que je n'avais jamais vue auparavant, mais son nom y figurait. On repassera pour le besoin de se ressourcer. J'ai refermé l'ordinateur lentement et je me suis adossé à ma chaise, fixant le mur. J'aurais dû être anéanti. Et peut-être qu'une partie de moi l'était, mais une partie plus profonde, celle qui s'était réveillée tranquillement depuis des semaines, n'était même pas surprise. J'ai saisi mon téléphone et j'ai composé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis des années. Julien, c'est Antoine. Julien était un vieil ami d'université. Une sorte de génie de l'informatique à l'époque. Il faisait encore du travail cybernétique en indépendant, des configurations de confidentialité, des récupérations de comptes, et même du suivi discret pour des clients qui ne voulaient pas de dossiers officiels. Il a décroché à la 2e sonnerie. Antoine, l'ami, comment ça va? J'ai besoin que tu traces quelque chose. Tu as des ennuis? Non, ai-je dit, je suis juste fatigué qu'on me mente. J'ai tout expliqué avec soin. J'ai laissé de côté l'émotion. Juste les faits. Juste ce que j'avais trouvé. Il a sifflé. Nice, hein? La classe. J'ai besoin de savoir avec qui elle est vraiment. J'ai besoin de preuves. Il y a eu un silence. Tu es sûr? Je n'ai jamais été aussi sûr. Julien n'a pas discuté. Il ne le faisait jamais. Très bien. J'ai quelqu'un là-bas. Discret. Il va vérifier. Si elle n'est pas seule, nous le saurons. Envoie-moi le montant des frais, ai-je dit. Je vais régler cela immédiatement.
Il a accepté et nous avons raccroché. Je suis resté assis là pendant un long moment. L'ordinateur de Mélanie était toujours ouvert, le logo de l'hôtel brûlant dans mon esprit. Elle n'était pas seulement partie. Elle l'avait planifié. Elle avait couvert ses traces. Elle s'était assurée que je doive découvrir la vérité par moi-même. Alors, c'est exactement ce que je faisais. Pas pour la vengeance, pas pour le mélodrame, mais pour la paix. Parce que la paix, je l'ai réalisé, ne vient pas toujours du pardon du mensonge. Parfois, elle vient du fait de prouver enfin que l'on n'était pas fou. La porte s'est ouverte violemment comme si elle lui appartenait de nouveau. J'ai à peine levé les yeux de la table de la salle à manger où un épais dossier en carton jaune était posé à côté d'un verre d'eau. Pas de whisky ce soir. Mes mains étaient calmes, immobiles, presque trop immobiles. Mélanie est entrée, portant toujours ses lunettes de soleil, une valise dans une main, le visage déjà fermé. « Tais-toi et ne commence pas », a-t-elle dit brusquement, ne prenant même pas la peine de refermer la porte derrière elle. J'ai incliné la tête, l'observant alors qu'elle déposait sa valise au pied de l'escalier. « Waouh !» ai-je murmuré en retour, 5 secondes et déjà désordre. Elle m'a pointé du doigt comme si j'étais l'enfant de la maison. Je suis épuisé. Ne commence pas avec tes accusations, Antoine. Je me suis levé lentement, je n'ai pas crié, je n'ai pas bronché, j'ai simplement marché vers la table, j'ai pris le dossier et je l'ai lâché devant elle avec un bruit sourd. Elle l'a regardé, confuse pendant seulement une seconde. Puis j'ai sorti le deuxième élément. 8 pages, papier glacé, imprimé en couleur. Elle les a reconnus immédiatement. Je ne m'assierai pas si j'étais toi, ai-je dit alors qu'elle reculait d'un pas. Ce ne sera pas long. Qu'est-ce que c'est que cela? A-t-elle demandé, mais sa voix avait déjà changé, elle était serrée, tendue. Ses yeux se sont posés sur la première photo. Au bord de la piscine, à Nice, elle portant un chapeau de soleil et un bikini, se penchant tout près d'un homme grand aux cheveux sombres. Deuxième photo, sa main sur son dos. Troisième, leurs lèvres se touchant. Je n'ai pas dit un mot. Qui diable? As-tu fait suivre mes mouvements par quelqu'un? A-t-elle sifflé, sa voix devenant plus sombre. J'ai demandé la vérité, ai-je dit. Tu as choisi la chorégraphie à la place. Elle a levé les yeux vers moi, les yeux écarquillés, les lèvres tremblantes, non de regret, mais de rage. Tu as envahi ma vie privée. J'ai laissé échapper un rire amer. Tu as abandonné tes vœux. Je me suis aligné sur tes efforts. Elle a saisi les photos avec des doigts tremblants, les faisant défiler avec incrédulité, comme si elles pouvaient soudainement disparaître. Tu n'avais aucun droit. Tais-toi et signe. Elle s'est figée. J'ai ramassé les papiers du divorce et je les ai déposés délicatement à côté des photos. C'est la différence entre toi et moi. Tu mens pour protéger ton image. Je cherche la vérité pour protéger ma dignité. La voix de Mélanie s'est brisée. Antoine, non. J'ai levé la main. Tu n'as pas droit à un autre monologue. Tu ne vas pas t'en sortir par les larmes cette fois-ci. Son visage s'est crispé. Entre fureur, choc et quelque chose d'autre pour lequel elle n'était pas préparée, la peur. Tu penses que cela va tenir? A-t-elle lancé. Que ces photos signifient quoi que ce soit devant un tribunal. Je me suis approché, plus calme que jamais. Elle signifie quelque chose pour moi. Je peux expliquer. Non, ai-je dit, plus fermement. Tu ne le feras pas. J'ai passé trop de temps à te laisser contourner les questions avec des répliques habiles et des voix douces. Mais tes photos en disent plus que ta bouche ne le fera jamais. Elle a tendu la main vers les papiers, les mains tremblantes. Tu ne vas même pas m'écouter. Je l'ai fait, Mélanie, pendant des mois. Sa respiration s'est saccadée. Ses mains ont plané au-dessus du dossier de divorce, puis se sont retirées. Elle s'est détournée rapidement, se précipitant vers la porte. Tu es incroyable. Je sais, ai-je dit doucement. Tu m'as sous-estimé. Elle s'est retournée brusquement, les yeux brûlants. Tu n'as jamais été aussi froid. Je n'ai jamais été aussi trahi. La porte s'est ouverte violemment. Elle ne l'a pas claquée cette fois. Elle s'est enfuie. Laissant la valise, le dossier, les photos. Me laissant là, au milieu d'une maison qu'elle ne savait plus comment manipuler.
Je ne l'ai pas poursuivi. J'ai simplement regardé la lumière du réverbère s'étirer sur le sol alors que la porte se refermait derrière elle. Ce son avait toujours signifié l'adieu. Mais cette fois-ci, il ressemblait à un dénouement définitif. À 9 heures du matin, l'onde de choc avait déjà commencé. Des messages textes, 3 appels manqués, 2 messages vocaux que je n'ai pas pris la peine d'écouter. Le fil de discussion de groupe a vibré une fois, puis une autre, notification après notification provenant de personnes dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des mois. Mélanie était rapide, efficace. Elle avait élaboré le récit avant même que le soleil ne dissipe complètement les nuages au-dessus de Lyon. Elle jouait à nouveau la victime. Il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre ce qu'elle racontait. Apparemment, je l'avais prise au dépourvu, je l'avais manipulée émotionnellement pendant des années, et mon préféré, j'avais menacé sa santé mentale par une suspicion constante et une pression verbale. J'ai fixé les mots dans le fil de discussion, de vieux amis, ses collègues, même quelques connaissances communes qui travaillaient elles-mêmes dans le conseil, tous offrant de la sympathie, de l'inquiétude et des piques voilées à mon encontre. Elle savait toujours comment parler comme si elle se sauvait d'un incendie qu'elle avait elle-même allumé. Alors, j'ai pris une inspiration et j'ai publié les photos. Pas de légende au début, juste les images, le baiser au bord de la piscine, la main sur son dos, le mensonge devenu cher en haute définition. Le fil de discussion est devenu silencieux. Puis j'ai tapé une ligne en dessous. Puisque nous jouons la carte de la transparence, voici ce qu'elle faisait pendant ses vacances en solo. J'ai cliqué sur envoyer, puis je suis allé dans la cuisine et je me suis versé un café. Pas de drame, pas de réponse. 10 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Mélanie. Je l'ai laissé vibrer une fois, 2 fois, puis j'ai décroché. Je n'ai rien dit. Sa voix est arrivée tendue, furieuse. Es-tu fou? As-tu la moindre idée de ce que cela pourrait faire à ma carrière? Je n'ai toujours pas parlé. C'est de la calomnie, Antoine. Je suis une professionnelle respectée. Ma réputation est bâtie sur la confiance. Et clique. J'ai mis fin à l'appel, je n'ai pas crié, je ne l'ai pas averti, j'ai simplement raccroché et laissé le silence parler. Le téléphone a vibré à nouveau une fois, puis s'est arrêté. Je l'ai posé face contre table et je suis allé à la fenêtre. À l'extérieur, le quartier semblait le même. Des enfants à vélo, des arroseurs en marche, une voisine saluant de la main tout en promenant son chien. Mais quelque chose avait basculé. Pas là dehors. Ici. Mélanie avait passé tellement de temps à tisser une histoire qu'elle en avait oublié une chose. Les histoires s'effondrent quand la vérité entre en scène. Et cette fois, je n'ai pas élevé la voix. J'ai élevé les preuves. La salle d'audience était silencieuse. Pas de manière dramatique, ni tendue, juste silencieuse de cette façon stérile et fluorescente propre aux bâtiments gouvernementaux. Le genre de silence qui ne se soucie pas de la quantité de chagrin qui franchit ses portes. Juste de la paperasse, des signatures et des tampons. Émotion facultative. J'étais assis au premier rang, vêtu d'une chemise grise déboutonnée et de la seule cravate que je possédais qui ne semblait pas provenir d'un bac de liquidation. Seul. Le greffier a appelé mon nom, écorchant légèrement mon nom de famille. Je ne l'ai pas corrigé. Le siège de Mélanie était vide. Elle ne s'était pas présentée. Pas même un avocat, juste un dossier en carton jaune déposé plus tôt dans la semaine. Sa signature soigneusement ajoutée à chaque page comme s'il s'agissait d'un courriel professionnel qu'elle devait traiter. Le silence de son absence en disait plus qu'un dernier discours ne le pourrait jamais. Cela a été réglé en moins de 10 minutes. Tamponné, classé, définitif. Je suis sorti dans le couloir et j'ai desserré ma cravate, respirant quelque chose qui semblait enfin réel. Pas du soulagement, pas du triomphe, juste un poids en moins. Devant le palais de justice, je me suis arrêté sur les marches. Pas de public, pas de confetti, juste les bruits de la ville et le vent effleurant mon col. Une notification a vibré sur mon téléphone. Julien. J'ai pensé que tu aimerais savoir. Le site de son cabinet est hors ligne. Les avis ont pris un coup dur. Une étoile sur toute la ligne. J'ai fixé le message pendant un moment, puis j'ai répondu « Laisse la vérité respirer ». Il a répondu avec un pouce levé. Rien de plus n'était nécessaire. Plus tard dans la nuit, j'ai eu des nouvelles d'un de ses anciens clients, quelqu'un que je connaissais à peine,
un homme nommé Damien, qui m'avait contacté via le même fil de discussion privée. Son message était court. J'aurais aimé voir clair en elle plus tôt. Vous n'étiez pas le seul. Cela ne m'a pas apporté de satisfaction. Cela m'a apporté de la clarté. Mélanie n'avait pas seulement cherché à me manipuler. Elle avait construit toute une carrière autour de la chorégraphie émotionnelle. Mais au moment le plus important, elle avait oublié une chose. La vérité ne sourcille pas. Et parfois, elle a juste besoin du bon mot de passe. Je suis monté dans ma voiture, je suis sorti du parking et je n'ai pas regardé en arrière vers le tribunal. Plus de procès à mener. Plus de nuits à attendre que des phares entrent dans l'allée. Plus de manipulation psychologique déguisée en préoccupation clinique. Juste moi, un demi-réservoir d'essence et une liberté qui ne criait pas, mais qui respirait. Et si jamais elle se demandait comment j'avais fini par l'attraper, eh bien, elle aurait dû choisir un meilleur mot de passe. C'était la fin de l'histoire. Julien m'a aidé à forcer cet ordinateur portable sans hésitation, sans jugement, sans sermon, juste avec une loyauté silencieuse. Et Mélanie, elle a eu toutes les chances de dire la vérité avant que les photos ne le fassent. Mais je continue de me demander, a-t-elle jamais eu l'intention de tout avouer, ou la proposition de thérapie n'était-elle qu'une autre tactique de diversion? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Avait-elle jamais eu l'intention de me dire la vérité, ou n'était-ce qu'une autre performance? Cliquez sur j'aime si la vérité compte pour vous, et abonnez-vous pour plus d'histoires comme celle-ci. Réelle, brute et sans filtre.